de vous retrouver sur le plateau de Lady Vous Écoute avec nos trois invités, comme à l'accoutumée, des invités qui ont des choses à nous faire découvrir. Restez bien connectés. Pendant ces 52 minutes, vous allez en apprendre des belles et surtout être édifiés. Nous les recevons ensemble. Nous avons avec nous Faiza Chaker. Bonjour Faiza. Bonjour Lady. Vous êtes la fondatrice de, alors je le dis, Aide Afrique et vous aurez l'occasion de nous en parler. Merci d'avoir accepté notre invitation, Faiza. À vos côtés, Brigitte Ouada. Bonjour Brigitte. Bonjour Lady. Vous êtes la présidente de la Fédération des femmes pour la paix mondiale en France et vous êtes la vice-présidente pour la même fédération Europe. Est-ce que je me suis trompée? Je ne me suis pas trompée, c'est merveilleux. Roulement de tambour pour vous, vous venez quand même de Bruxelles pour cette émission. Vous pouvez venir d'ailleurs pour passer dans Lady Vous Écoute. Docteur Aïcha Bacha, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de ECDA et puisque vous avez la parole, je vous la laisse pour nous dire en anglais d'abord ECDA et puis pourquoi le sigle, pardon, n'est pas en français tant que nous y sommes. D'accord. Bonjour Lady. Donc, il s'agit de l'ECDA, la sigle de European Center for Development and Geostrategic Studies and Analysis, qui se veut un centre européen d'études et d'analyse en matière de conflits géostratégiques à travers le monde. Donc c'est pour ça que l'intitulé est en anglais et c'est parce qu'en fait beaucoup de membres qui sont avec nous sont des anglophones. Pour faciliter la tâche et puisque l'anglais est la langue de la science, c'est pour ça qu'on a choisi de mettre le nom en anglais. Si nous sommes là aujourd'hui, et merci encore à toutes les trois d'avoir accepté cette invitation, c'est qu'il y a dans l'agenda une date particulière. Je souhaiterais que nous puissions en parler si vous le voulez bien. Ce rendez-vous du mois de novembre, pourquoi, quand, comment et où? D'accord. Donc il s'agit d'un sommet international Europe-Afrique sur la résolution 1325. Qui dit résolution 1325 parle de la consolidation des rôles des femmes de manière générale dans la consolidation de la paix à travers le monde. Comme je l'ai dit auparavant, notre centre se veut comme une plateforme de réflexion entre experts internationaux en matière de résolution de conflits et de la promotion de la paix. On a énormément travaillé sur des sujets liés aux conflits internationaux. On a travaillé sur la prévention, par exemple, du terrorisme à travers le monde. On a travaillé sur la capacitation des femmes de manière générale, puisqu'il n'y a pas de paix sans droits fondamentaux des femmes à travers le monde. Et donc, on se trouve tout le temps face à cette difficulté qui est... on doit avoir un outil de travail, on doit avoir un outil de concrétisation du savoir et des recherches, voire même des recommandations que nos études émisent tout le temps. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé cette plateforme qui fait aussi un travail de plaidoyer. Non seulement on mène des actions concrètes sur le terrain, mais on fait un travail de plaidoyer à travers plusieurs contributions, que cela soit dans les activités, voire même les événements internationaux, comme par exemple le CSW. Donc on participe souvent dans les sessions CSW à New York, à Genève. Et donc, on a évolué et dans une cohérence totale par rapport à nos objectifs, on a commencé à organiser nous-mêmes des sommets en la matière. Donc, c'est la raison pour laquelle on organise le 19 novembre à Bruxelles, au Sénat belge et au Parlement européen, un événement qui regroupera des femmes extraordinaires, des femmes qui militent pour la paix à travers le monde, des grandes dames comme vous, et qui viendront, faire entendre leur voix, qui viendront parler de leurs revendications et échanger leurs expériences et leur expertise. Leurs expertises tout à fait par rapport à la matière. Et donc, c'est la raison pour laquelle je m'adresse à vous, à votre public, de venir nous rejoindre à Bruxelles le 19 novembre, pourquoi pas, pour aussi contribuer à la matière et faire entendre leur voix, leurs témoignages et leur expertise en la matière. Docteur Bacha, merci pour ces premières précisions. Ne partez pas, messieurs, parce que quand on parle des femmes, c'est toujours à votre bénéfice, n'est-ce pas? Je me tourne vers vous. Merci d'être là. Oui. Vous êtes d'une manière ou d'une autre partenaire des actions que mène Docteur Bacha et j'aimerais bien qu'on en parle. On parle de paix. On parle de femmes, on parle de conflits. Je vous laisse la parole. D'accord. En fait, j'ai connu Dr Aïcha Bacha à travers son association. Elle m'avait invitée aussi au Parlement européen. C'était au mois de juin, d'ailleurs, je crois. Au mois d'avril. Au mois d'avril, le temps passe vite. C'était le jour de mon anniversaire en plus. Donc, elle m'avait demandé de venir
en tant que partenaire de la Fédération des femmes pour la paix mondiale et de venir parler justement sur nos activités à cette occasion-là. Et donc, c'est vrai que les femmes ont un rôle particulier et nous encourageons les femmes à travailler dans les différents domaines de la société. Mais je voudrais bien préciser aussi que la Fédération des femmes n'est pas un mouvement féministe, mais nous sommes vraiment pour la complémentarité homme-femme. Tiens, une copine. Et ça, je trouve ça c'est important, que vraiment je puisse le souligner aussi. C'est vrai que nous touchons aussi au même thème avec femmes, sécurité. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude de parler en anglais, donc des fois j'ai mes mots aussi qui Faites sont un effort. Faites un effort pour le reste de la planète qui peut-être ne parle pas anglais. Femmes, paix et sécurité. Oui. Enfin, voilà. Et nous parlons aussi de l'éducation à la paix. Donc ça aussi, c'est pour nous très important. La réconciliation, le rôle des femmes dans les zones de conflit. Et je pense que les femmes ont un grand rôle dans les zones de conflit. Et aussi par rapport à l'environnement aussi, parce qu'on en parle beaucoup. Et aussi les aides, les services, les aides humanitaires que nous avons développées dans différents pays, en Afrique aussi, parce que je pense que c'est très important aussi de montrer notre peut-être nature maternelle. Dans ces cas-là, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est important aussi d'apporter le soutien vers d'autres organisations locales, par exemple, dans différents pays. Voilà, vous savez tout, amis téléspectateurs. Nous allons donc vous laisser la parole, Faiza, et je ne voudrais pas manquer de vous remercier pour la mise en relation avec Dr Bacha et Brigitte Wada sur le plateau. Nous parlions de Aide Afrique avant cela. Est-ce que je l'ai seulement bien prononcé déjà? Ensuite, je vous laisse nous l'introduire et nous reviendrons sur le sujet qui nous rassemble, si vous le voulez bien. D'accord. Merci, Lady. Et je vais introduire Aide Afrique France. Association internationale pour le développement économique et social Afrique-France. C'est dû à un parcours, parce que j'étais membre du bureau de syndicat du patronat en Tunisie. J'ai vécu plus que 50 ans en Tunisie. Et là, ça fait 10 ans que je suis là. Donc, arrivée en France, j'ai eu plusieurs parcours. Mais entre autres, j'ai réfléchi et j'ai créé cette association pour l'économie inclusive et les ODD, parce que c'est ma spécialité, c'est travailler sur l'autonomisation des femmes. Quand j'étais membre du bureau du syndicat du patronat, on avait plusieurs programmes. Et je vais parler de Aide Afrique France. Aide Afrique France, on va organiser la 2e édition de Be Strong, Be Proud. La première édition, c'était promouvoir les femmes au poste de pouvoir. C'était des 5 panels de 10 femmes de pouvoir politique, médiatique, société civile, entrepreneuriat et femmes de sciences. Donc, en ce sens, cette édition sera sous autre forme. C'est une conférence au Sénat, le 29. Au préalable, ça sera un salon. 29 novembre. Novembre, oui. Je suis partenaire avec Aïcha. Et Brigitte Wada, on forme une équipe. On est partenaire dans différents programmes. Donc, et par la suite, un salon d'exposition à la mairie du 16e et un gala de clôture en ce sens. Pour le salon, la conférence, ce sera cette fois-ci, c'est femmes au pouvoir et résilience. Agir pour une société plus inclusive et équitable. Voilà. Merci pour cette présentation. Nous allons donc ensemble, vous l'avez entendu, amis téléspectateurs, je le disais, et je voudrais croire que vous l'aviez déjà compris, ce qui se fait du côté des femmes, ça n'est pas peu que de le préciser, n'est pas seulement au bénéfice des femmes, mais pour leur entourage immédiat, parmi lesquels, bien sûr, il y a non seulement des enfants, mais il y a des hommes. Et nous sommes sur cette planète où il vaut mieux pouvoir continuer ensemble. Madame Wada parlait à juste titre de complémentarité. C'est quand même cela le sujet. J'ai une question pour toutes les trois. Quand on parle donc de paix, de conflit et de femmes, et qu'on parle de zone de conflit, est-ce que, Dr Bacha, si je dis que le cadre domestique, parfois, est déjà, hélas, une zone de conflit, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je suis totalement d'accord avec vous. Donc, on ne pourra jamais avoir de paix sans avoir une paix personnelle, une paix au niveau de notre foyer,
une paix au niveau de notre famille, une paix au niveau de notre entourage, de notre tribu, de notre village, de notre ville et de notre continent. Mais tout commence par chez nous parce que, comme on le sait tous, donc la famille, c'est la maman, c'est la famille de manière générale qui éduque les jeunes générations. Donc si on réussira à former et à bien transmettre les valeurs de paix au sein de notre famille, je pense que le pari va être très bien gagné. Et donc, en effet, donc ce que vous venez de le dire, donc je le partage parfaitement avec vous, parce que quand on parle de violence dans les zones de conflit, il y a plusieurs types de violences auxquelles sont confrontées les dames. Par exemple, il y a plusieurs femmes, par exemple en RDC, à l'est du Congo, qui sont déportées. Ce sont les premières victimes de déportation. Et si elles n'étaient que déportées, ce serait déjà moins grave que ce qui se passe réellement. Oui, elles sont déportées de force, elles sont kidnappées, violées même parfois. Elles sont dans l'obligation de quitter leur village, de quitter leur foyer, de quitter leur famille, voire même quitter les réseaux qui les soutiennent socialement. Parce que quand vous êtes dans une ville ou dans un village, c'est tout un réseau, c'est toute une histoire, c'est toute une éducation qui est là. Et donc, vous êtes obligé, à cause de la guerre, de quitter tout ça pour aller vers l'inconnu. Donc, ça, c'est une violence psychologique, morale et quand c'est associé à des violences physiques, puisque quand vous parlez de guerre, vous parlez du changement du champ de bataille. Donc les corps des femmes deviennent carrément un champ de bataille à cause des viols, à cause de l'esclavagisme sexuel. Donc je vous parle du cas, par exemple, du Boko Haram au Nigeria. Donc elle kidnappe, au Cameroun, elle kidnappe les femmes, elle les prennent pour esclaves sexuels. Et donc la bataille n'est pas gagnée. Il y a énormément à faire, il y a énormément à investir. Et donc, je dis c'est pour ça que je mise beaucoup sur l'éducation et sur les transmissions. Parce que c'est avec de la transmission au niveau de l'éducation que ça passera. On doit transmettre les bonnes valeurs à nos enfants. Parce que ces terroristes-là étaient des enfants normaux il y a quelques années. Que s'est-il passé pour qu'ils deviennent des monstres? Donc, c'est là où on doit travailler et c'est là où on doit vraiment faire des recherches. Alors, comme je suis assez disruptive, je vais le dire ici, les violences que subissent les femmes, toutes celles que vous avez énoncées, ne sont pas uniquement du fait des hommes, il faut le rappeler, parce que, hélas, les femmes souvent sont elles aussi autrices, faut-il le dire, de ces choses, ou en tout cas, elles en sont le prolongement. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point-là, Faiza? Tout à fait. Parce que ce qui nous manque entre nous, les femmes, c'est d'être solidaires entre nous. Parce que parfois, quand on voit quelqu'un ou une femme qui réussit, entre nous les femmes, on n'essaie pas de l'aider. On essaie de un peu casser. Ça, on n'est pas très solidaires entre nous. À quoi pensez-vous que cela soit dû? Peut-être à la société qui est due à société qui est orientée vers l'aspect et l'aspect physique avec les nouveaux réseaux sociaux, montrer ce qu'il y a. Mais il n'y a pas toujours eu les réseaux sociaux, que déjà ce que vous décrivez était prégnant. Oui, mais aussi il faut que, vu notre société, c'est-à-dire patriarcale, on donne la chance aux gens en priorité. Donc on ne met pas en valeur les femmes. Pour nos sociétés, il faut que les hommes brillent avant. Et on n'est pas très solidaires entre nous. On essaie, même nos mères, essaient de pousser nos frères en contrepartie. Nous, les filles, ça viendra après, si jamais. C'est en deuxième rang. Bon, je voudrais vous entendre dessus. Vous parlez de paix dans le monde. Mais la paix, est-ce que c'est quelque chose qui tombe du ciel tout seul? Ou est-ce que c'est quand même ce que chacun doit pouvoir porter et apporter? Absolument. Que l'on soit un homme ou une femme, d'ailleurs. Absolument. Que l'on soit un homme ou une femme, la paix commence avec soi. Parce qu'en fait, il y a déjà des conflits, même souvent à l'intérieur de soi, qui se manifestent extérieurement souvent. Parfois, juste nos pensées, nos contradictions, eh bien, elles sont extériorisées. Parfois, ça amène justement à des conflits ou à des tensions ou à des obstacles. Enfin, voilà, on crée soi-même son environnement parfois de conflits et d'obstacles. Et justement, par rapport à ce que disait Faiza sur les femmes aussi auraient tendance parfois à vouloir être comme des hommes. Et ça peut poser aussi un problème.
Absolument. De vouloir dire... On ne peut pas être ce que l'on n'est pas. Exactement. Quand on a déjà du mal à être ce que l'on est. Exactement. Tout à fait. Donc, justement, il y a cette tendance de dire, ben voilà, pour me faire reconnaître, ou bien pour être reconnu, ou bien pour montrer une certaine puissance, de vouloir hériter ou de vouloir avoir une nature masculine. Non. Chacun a sa nature masculine, nature féminine. La nature féminine, voilà, elle est formidable. Sa vulnérabilité, c'est une force. C'est vrai. Ce qui est perçu comme étant sa vulnérabilité, qui n'en est donc pas une, est une force, c'est ce que vous vouliez nous dire. Voilà, c'est ça. Oui. Je veux dire, voilà, et ça, les hommes aussi ont bien sûr leur nature. On a besoin de travailler ensemble. Voilà, c'est surtout. Et de se respecter l'un et l'autre. Hein. Travailler ensemble et se respecter l'un et l'autre, c'est déjà travailler soi-même, se respecter soi-même et pouvoir apporter à la personne d'en face, qu'elle soit du même sexe ou du sexe opposé, les mêmes considérations. Et travailler aussi, c'est ce que font nos invités dans leur quotidien, dans leurs engagements respectifs, puisque ce ne sont pas des sujets finalement qui ne procèdent que de la vie courante et qui sont malheureusement considérés comme étant des sujets tout à fait inutiles. Ce sont des sujets qui méritent des approches précises, d'où le centre d'études, d'analyse, parce qu'il faut chiffrer les choses, puisqu'il faut quand même chiffrer les choses pour qu'enfin d'aucuns comprennent qu'il faut faire quelque chose, parce que chacun se dit, mais non, mais c'est pas si grave. Alors, que disent les chiffres sur ces sujets-là? Les chiffres sont très alarmants en la matière. Donc là, vous parlez tout à l'heure des obstacles rencontrés par les femmes. Donc si je vous donne les chiffres des femmes qui ont le pouvoir, qui ont ce pouvoir d'être un vecteur de paix dans le monde, donc vous allez crier, mesdames. Savez-vous qu'au sein du G100, du G20, donc le groupe qui décide de l'avenir du monde, il n'y a qu'une seule femme sur 19. Au niveau du G7, le groupe qui décide de notre avenir dans le monde, donc on a une femme sur 7. Une femme sur 7, parce que dans ces cercles de décision et de pouvoir, ce sont majoritairement des dirigeants, et les dirigeants ne sont pas des dirigeantes, souvent, hélas. En effet, donc si on parle par exemple au sujet d'actualité d'hier, qui était la paix entre l'Ukraine et puis la Russie, donc autour de la table de médiation et de négociation, il y avait uniquement 2 femmes sur combien d'hommes. Donc vous voyez, et donc déjà une a été invisibilisée, et qui dirige la Commission européenne. Donc, une seule a eu le pouvoir de parler, et c'était la présidente italienne. Mais la parole se prend, en réalité. Elle s'arrache. Mais oui, si on ne nous donne pas la parole, elle s'arrache la parole. Tout à fait. Prenez des notes, messieurs, mesdames. Si on ne vous donne pas la parole, sur le plateau de Lady Vous Écoute, vous nous écrivez ladyvousécoute@gmail.com pour nous dire ce que vous pensez. Si vous êtes de l'avis de nos invités, vous avez certainement un avis pour refaire le monde, il sera pris en compte. Donc, quand on n'a pas donné, parce qu'il ne faut pas attendre qu'on nous donne la parole, il faut être poli, c'est vrai, mais quand on veut s'exprimer, on prend la parole. Oui. Mais il y a des obstacles structurels. Donc là, on arrive un petit peu au nœud de la guerre. Donc c'est quoi le problème exact? C'est que pour avoir la parole et pour s'arracher cette parole autour d'une table de négociation, il faut être présidente. Comment vous allez devenir présidente? Pour négocier les conflits, par exemple, il faut devenir ambassadrice. Et quand vous voyez que même pas 20% des postes des ambassadrices des ambassadeurs qui sont nominés sont des femmes, donc là, vous êtes directement alarmés. Avez-vous déjà vu une femme à la tête de l'ONU? Ça, c'est jamais vu. Tout de même, à la décharge de ces messieurs, si j'entends ce que vous ne nous dites pas, c'est-à-dire qu'elles seraient muselées, quand elles sont, vous avez énoncé, vous avez donné le cas de cette rencontre d'hier. On est là, on ouvre la bouche, quitte à ce que quelqu'un nous fasse injonction de nous taire, mais on aura suffisamment dit ce qu'on pensait. Tout à fait, mais le cas d'hier, c'est un cas particulier. Je ne souhaite pas en parler en détail, madame, parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Déjà par rapport aux hommes, donc si vous faites une analyse un petit peu de l'image qu'on a reçue hier, donc c'est une image très alarmante. Donc il y avait le professeur, il y avait l'instituteur et puis les étudiants qui étaient là, donc ils donnaient les leçons. Donc même les hommes n'ont pas su s'arracher cette parole. Il me semble. Allez-y, Faiza. Vous voyez, elle arrache la parole. Vous avez bien raison. Justement, il me semble qu'il faut imposer des lois
pour imposer la parité. Tout simplement. Oui, non, mais est-ce que vous le pensez? Parce que les lois ne viendront pas changer la situation dans un contexte. Oui. Si les êtres humains que sont donc les femmes imposer aussi... les parités dans les institutions et par la suite, ça va monter. Vous voyez? Le pouvoir Vous de la... permettez? Vous Oui, permettez? allez-y, Donc, vous demandez l'autorisation? Non, on a dit que vous pouviez pas. Si j'étais un homme, Arracher la parole. Voilà, si j'étais un homme, je vous aurais dit non, non, je ne vous permets pas. Vous avez raison, allez-y. Donc je vous j'arrache prie. la parole. Oui. Pour juste rebondir sur les obstacles, je ne suis pas allée jusqu'au bout de ma réflexion. Donc quand on parle d'obstacles structurels, donc d'obstacles systémiques en quelque sorte, on parle toujours des ambassadrices, si vous voulez bien. Donc quand vous êtes ambassadrice, obligatoirement, vous êtes obligé de faire des déplacements. Quand vous allez faire vos déplacements, l'homme est dans l'obligation de vous suivre. Est-ce que notre culture permet déjà de Quel homme? Votre époux. S'il y en a un. S'il y en a un. Oui, parce que j'étais perdue 30 secondes. Oui. Mais c'est qui? De qui elle parle? Alors, alors Paix à je- son âme. Conjoint, donc Oui. pour bien préciser les choses, Oui. normalement est censé, pas normalement, est censé suivre sa femme. Et donc quand vous êtes là en poste, moi j'avais une amie ambassadrice qui se plaint tout le temps du fait que la société la voit mal. Pourquoi? Parce qu'en fait elle ne s'occupe pas de ses enfants. Et c'est le papa qui a abandonné son poste pour joindre la maman. Donc il y a déjà ce poids du patriarcat, il y a déjà ce conformisme sociétal, parce qu'en fait le modèle ordinaire et classique, c'est quoi? C'est que la maman veille sur les enfants et le papa fait le travail. Donc quand vous inversez en quelque sorte la donne, ça ne plaît pas à tout le monde. Et même vous allez recevoir des représailles au niveau de la famille qui voient en vous l'ennemi de la famille, celle qui a mis en péril, soi-disant, la carrière de leur fils, malgré que c'est vous qui veillez sur la famille, sur les besoins de la famille. Donc ça, c'est un obstacle naturel. Donc ça, c'est la première facette. La deuxième facette, j'aimerais parler de l'absence de mentorat. Donc pour les femmes ambassadrices, il y a peu de réseaux de femmes pour encourager des jeunes filles, pour se lancer dans tout ce qui est diplomatie internationale et médiation internationale pour la promotion de la paix. Il n'y a pas de programme de mentoring. Il y en a, mais vraiment, donc si vous faites une étude globale, il y a peu de programmes Mais tout de même, je voudrais vous poser une question. Amis téléspectateurs, restez avec nous. Lady vous écoute @gmail.com. Vous avez entendu ce qui a été énoncé. C'est peut-être aussi le regard extérieur, hein, le qu'en dira-t-on, si vous le permettez. Ce que finalement pense la société, les proches, est-il plus important si les deux conjoints se sont accordés sur ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire? Parce que c'est peut-être aussi de leur responsabilité de porter leur choix et de toute façon, les gens parleront toujours. Maintenant, oui, Faiza. Il faut dépasser ce genre de clivage. Et donc, je voulais vous faire réagir à cela, parce que vous travaillez sur l'entrepreneuriat, vous l'avez énoncé tout à l'heure, et si nous avons longuement jusqu'à présent parlé déjà et des femmes et des hommes et de leur interaction sociale, c'est que si l'entrepreneuriat doit prospérer, encore faut-il que les gens se portent bien et ne soient pas pris les deux pieds dans le même sabot de ces considérations de l'ordre de la vie privée. Est-ce que donc dans le cadre de l'entrepreneuriat, selon ce que vous avez constaté sur ce que vous faites, est-ce que là aussi il y a les mêmes contraintes, ou est-ce que vous constatez que les femmes, autant que les hommes, prospèrent et font ce qu'elles ont choisi de faire? Si, il y a les mêmes contraintes, mais c'est à vous de dépasser ces défis. Par exemple, moi, j'étais la première recycleuse de cartouches d'imprimante en Tunisie. C'est dans les années 96. Et c'était un domaine novateur. En plus, parler de recyclage en Tunisie, et en tant que femme, et en tant que je faisais les salons, et en tant que salon, c'est-à-dire je suis avec les grands... les industriels. Oui. Et là, c'était à moi qu'on venait présenter le projet comme innovateur. On disait, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Sa place n'est pas parmi nous. Finalement, et pourtant, ce ne sont que des cartouches d'encre. Je veux dire, c'est oui, pas même ça. On n'a pas accepté, mais tu te fais accepter par... Tu arraches ta place, tu arraches des contrats avec les grands groupements British Gas et tout ça. Mais il faut le faire. C'est-à-dire ça. Il faut déjà avoir soi-même cette fibre de défi.
J'étais membre fondateur d'un premier club mixte en Tunisie. Depuis les années 60, les 11 clubs, c'était mixte. Par la suite, j'ai intégré un club non mixte pour devenir présidente. Vous voyez, on ne se dit pas ce secteur d'activité appartient aux hommes. Non. Et puis de toutes les façons, quand on a un savoir-faire, hein, pour parler du cadre de l'entrepreneuriat et pas uniquement, quand on a un savoir-faire, ben, il faut le faire savoir et l'assumer. Oui, et il faut avancer. Il ne faut pas se dire non, ça c'est pas secteur, c'est uniquement pour les hommes. On s'en fout. Brigitte, oui. Comment faites-vous donc? Vous avez entendu ce qui a été dit ici, vous en avez entendu bien plus encore depuis que vous êtes sur le terrain et engagé pour cette cause. On a quelquefois, et je ne demande qu'à être convaincu, et nos téléspectateurs aussi d'ailleurs, on a l'impression que voilà, les femmes se mobilisent autour de la question dite du genre, autour de la question des femmes, et finalement, peut-être aussi que la lisibilité n'est plus tout à fait claire, parce qu'on ne sait pas si ce ne sont que des revendications de femmes énervées, je reste polie, ou encore d'autres choses. Finalement, la démarche fondée. Qu'est-ce qu'il en ressort depuis tout ça, ce féminisme dont vous ne faites pas partie et que vous avez quand même énoncé tout à l'heure, oui. Depuis tout ça d'années, depuis qu'il y a ce qu'on appelle le combat des femmes, qu'en est-il aujourd'hui, là, en 2000, je ne sais plus déjà quelle année on est, 25 finalement. Est-ce que ça bouge vraiment? Alors, le combat des femmes, bon, c'est important, bien sûr, qu'elles puissent continuer à se promouvoir, surtout à promouvoir leur rôle dans les différents domaines. Mais ce qui est important, c'est qu'elles n'oublient pas qui elles sont. Leur nature féminine est là. Et ce que je voulais dire au niveau des genres, je ne fais pas de revendications. En même temps, c'est important de donner la confiance aux femmes qu'elles peuvent faire des choses dans différents domaines. Si elles veulent être, je ne sais pas moi, astronautes ou bien si elles veulent être scientifiques, pardon, il n'y a aucun problème. Donc, mais ce qui est important, c'est cette revendication-là contre les hommes, ça je n'aime pas. Je ne vois pas. D'ailleurs, je pense que c'est important, comme tu disais avant, la famille c'est important. Si la relation homme-femme est en conflit en permanence, je ne vois pas comment les enfants ou la jeune génération peuvent grandir dans le conflit, par exemple, justement. Et c'est important de trouver cette harmonie. Voilà. Donc c'est vrai que nous, on combat pour essayer de mettre en avant l'expertise des femmes, le talent des femmes, leur redonner confiance dans ce qu'elles peuvent faire, dans ce qu'elles peuvent apporter, dans tous les domaines, vraiment dans tous les domaines. Mais aussi ne pas oublier qui elles sont. Est-ce que c'est déplacé de dire ici, puisqu'on dit tout dans Lady vous écoute, est-ce que c'est déplacé de dire ici que les femmes dont on dit là qu'elles n'osent pas ceci, elles n'osent pas cela, oh là là, qu'est-ce qu'elles osent être vilaines quand il faut quand même, ne faut-il pas le dire? Combien sont-elles appliquées pour se mettre des pots de banane les unes les autres? Ça demande beaucoup d'énergie. N'est-ce pas là du gaspillage d'énergie, une énergie qui devrait être redirigée pour poser des actes probants? Vous voulez dire que les femmes doivent rester unies ou solidaires les unes des autres, c'est ça? La solidarité, c'est une chose, mais déjà dans le positionnement de chacune. Parce que pour parler du mal d'une autre, pour mettre des bâtons dans les roues d'une autre, on voit qu'il y a un zèle manifeste déployé, une application dont on peut... S'en passer. Oui, s'en passer, tout à fait. Non, ça c'est important. Alors, à quoi cela est-il dû? Oui. C'est là où je voulais en venir. Alors, il y a la jalousie. Ah, pourquoi à ce point-là? Elle est plus belle que l'autre. Je ne sais pas. Pourquoi? Est-ce que c'est particulièrement dans la nature de la femme? Le pensez-vous? L'image. Je ne pense pas. Mais je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a cette tendance de compétition. Ou de vouloir se mettre en avant, parfois, ou de dire peut-être que je suis la meilleure, je ne sais pas. Mais se mettre en avant ou être la meilleure, est-ce que c'est nuire nécessairement aux autres? On peut se mettre en avant parce qu'on assume ce que l'on fait et qu'on a la conviction qu'on fait des choses qui sont probantes. Si l'intention est bonne, si l'objectif est bon, mais l'intention et l'objectif sont-ils bons? Je vous titille, mais voilà, il faut bien qu'on puisse aussi parler de cela, parce qu'on n'est pas dans ce clivage avec un angélisme où on aurait des méchants hommes et des gens... Je remarque quelque chose. Allez-y, parlez toutes les deux en même temps. Comme ça, on va la laisser. Je remarque quelque chose, mais on est en quelque sorte, on est solidaires. Vous voyez, là, on est trois, on forme une équipe, on travaille en synergie. Pourtant,
on est différentes, chacune de par sa culture, de par son âge. Aïcha, elle a l'âge de mon fils, ou même pas. Vous voyez? Donc là, c'est justement, on doit dépasser ces clivages et être dans le sens du partage. C'est comme ça que les autres viendront vers vous. Alors, les téléspectateurs veulent entendre des clivages à dépasser. Vous avez commencé. Donc, les âges. Vous aviez dit pas les mêmes origines. Le Maroc, la Tunisie, la France. Oui. Et le Japon. Et le Japon. Oui, oui, mon mari est japonais. C'est le mari. Le Maroc, la Belgique, le Japon la Belgique, la Tunisie. Le Japon par alliance. Voilà. Et Oui. les âges, si vous voulez. D'où je viens, l'âge, c'est notable. Je ne sais pas pourquoi on le cache sous ses cieux, mais enfin quand même. Des coquetteries qui participent de ce que nous énoncions tout à l'heure. Si vous êtes d'accord, je voudrais vous proposer que nous regardions en images ce que fait donc le CDA. Nous avons une belle vidéo qui présente tout ce qui est fait. Restez avec nous, on regarde ceci ensemble. Au cœur de l'Europe, à Ixelles, l'une des communes les plus dynamiques de Bruxelles, est né en 2023 un centre visionnaire. L'European Center for Development and Geostrategic Studies and Analysis, ou ECDA. Une structure jeune, mais ambitieuse, créée par une femme engagée, Dr Aïcha Bacha, pour répondre à un besoin essentiel: mettre la justice sociale, les droits humains et l'analyse géopolitique au service de l'action concrète. Depuis ses premiers pas, le CDA s'est fixé des objectifs clairs: promouvoir les droits des femmes, leur inclusion politique, sociale et économique, développer des analyses géostratégiques au service de la paix et agir sur le terrain là où les besoins humanitaires sont urgents, notamment en Afrique. Le CDA croit profondément que la recherche, le dialogue et l'action locale comme internationale doivent se conjuguer pour construire un monde plus juste. Dans le travail Des objectifs, ce sont des valeurs fortes qui guident ce centre. L'intégrité dans chaque prise de parole, chaque action. L'inclusion, avec une attention particulière aux femmes, aux jeunes, aux exilés, aux afrodescendants. La solidarité internationale, comme socle de tout engagement. Et enfin, l'excellence, dans l'expertise comme dans l'humain. Derrière cette vision, une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle. Dr Aïcha Bacha, fondatrice, présidente, mais aussi activiste, chercheuse et stratège en développement. Sorel Kenmogne, directrice de communication, auteur engagé pour l'éveil des femmes. Drissa Kanambaye, conseiller stratégique pour l'Afrique, pilier des actions au Mali. Et bien d'autres experts, militantes, professeurs, consultantes, réunis autour d'une même ambition: changer les choses durablement. J'ai à mes côtés le docteur Drissa Kanambaye, spécialiste de communication qui est venu de Bamako. Nous aurons dans les prochaines heures 2 avocats panafricanistes engagés pour la défense des réparations légitimes des Africains. En à peine 1 an, le CDA a déjà marqué les esprits par ses projets impactants. Organisation d'un congrès international pour les droits des femmes à Bruxelles, avec ONU Femmes, chercheuses, militantes et entrepreneurs. Campagne d'aide humanitaire en RDC et au Mali, avec distribution de médicaments, de jouets, de nourriture. Plaidoyer dans les plus hautes instances, à l'ONU à New York, au Parlement européen, dans des conférences à Genève, Paris, Amsterdam, projets locaux de prévention contre le radicalisme chez les jeunes, à Ixelles. Soutien à la création artistique engagée, comme le film Les Lueurs d'Aden sur les femmes en zone de guerre. Merci beaucoup Vanessa d'avoir accepté de nous recevoir pour parler de notre sommet sur le rôle des femmes de manière générale dans la consolidation de la paix. Donc c'est un sommet qui s'inscrit dans une suite de projets menés par le CDA en collaboration avec le service Ixelles Prévention. Et donc d'après les études qu'on a déjà entamées dans notre centre, on a trouvé que le rôle des femmes est primordial pour la réussite
suscite non seulement des accords, c'est pas une question d'équité, donc le fait de les inculquer dans les processus de négociation ou de médiation, mais c'est une des conditions qui augmente significativement le succès ou pas des négociations, d'où notre décision d'organiser ce sommet. Le CDA, c'est aussi un espace de réflexion géopolitique. Analyse croisée sur le Sahel, l'Ukraine, les enjeux euro-méditerranéens. Contribution au Forum social mondial Bénin 2026 avec les chefs coutumiers ouest-africains. Et participation active aux conférences sur le développement durable à Genève. Aujourd'hui, le CDA continue de grandir, soutenu par ses membres, ses partenaires institutionnels et sa foi en l'humain. Car au-delà des sigles et des stratégies, c'est une conviction profonde qui anime chaque action. Une société plus juste, inclusive et solidaire est possible. Et elle commence ici, maintenant à XL, avec le CDA. Voilà, donc nous avons regardé cela très attentivement, beaucoup d'espoir en tout cas. Je voudrais vous laisser, Brigitte Ouada, le soin de réagir à ce que vous avez vu, que vous connaissiez déjà, puisque vous travaillez ensemble d'une manière certaine. Cependant, quand vous entendez, que vous voyez tout ce qui est prévu, fait et projeté, qu'est-ce que cela suscite en vous, eu égard à ce que vous-même vous faites par rapport à la question des femmes et de la paix? Est-ce que finalement ce sont des thématiques où chacune est vraiment comme une abeille et sa ruche en train de travailler et encore de travailler, ou est-ce que vraiment il va en sortir des choses très concrètes, parce que c'est de cela qu'ont besoin les uns et les autres depuis à peine une demi-heure, un peu plus que nous avons commencé cette émission. Nous ne savons pas ce qui se passe dans les chaumières, il est des vies qui ne sont plus, d'aucunes sont passées de vie à trépas pour les raisons qu'on a énoncées ici. Oui. Mais vraiment, comment peut-on faire pour qu'on ne soit plus captif? On a l'impression que toutes les institutions, toutes les personnes engagées, chacun fait beaucoup, mais on ne ressent pas que ça impacte et que ça change vraiment les choses. Pardonnez ma question beaucoup trop longue. C'est pas grave. C'est vrai que c'est pas évident de voir le concret de tout ce que nous faisons. Mais plus on a de personnes comme Dr Aïcha ou comme Faiza ou bien d'autres encore qui travaillent sur le terrain, je pense que même une goutte dans un océan, comme on dit, fait un océan. Quand on a soif, la goutte. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, chaque projet, chaque action, apporte quelque chose quand même de concret, si ce n'est localement. Parce que je pense aussi qu'il faut commencer par le local. Pas seulement de dire, oh, on va changer le monde, je pense que c'est un peu difficile. Mais déjà, il faut balayer devant sa porte. Voilà, c'est ça. Si on commence déjà un peu avec soi-même, aussi autour de soi, dans sa communauté, comme tu le disais avant, déjà au niveau local, ou alors à travers des partenariats. Je crois que c'est important de faire des partenariats pour pouvoir travailler ensemble, amener des personnes qui ont des expertises et qui peuvent justement redonner une certaine conscience de ce que nous, aux êtres humains ou en tant que personnes, qu'est-ce que nous devrions changer en soi et autour de soi. C'est ce que je ressens. Bon, par exemple, dans la Fédération des femmes, on a un projet très concret qui s'appelle le jumelage, enfin le pont de la paix. Ça, c'est par rapport au conflit, pour essayer de guérir les conflits de guerre, enfin de pays qui étaient en guerre autrefois. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est d'amener justement les femmes d'un pays qui a été autrefois en guerre avec un autre pays. Et bien sûr, si elles le désirent, essayer de trouver une réconciliation, de guérir ces cicatrices qui sont encore en fait en soi et que parfois on transmet à la future génération, même inconsciemment, par nos paroles, par nos pensées, par nos actes, par notre façon de dire les choses. Donc on hérite ça. Je pense que ça commence comme ça, parce que c'est dire la nouvelle génération entend ce qui se passe dans la famille, entend ce qui se passe. Donc là, déjà, c'est concret. Si déjà on fait un changement dans sa propre famille, de comment on voit les autres, de comment on voit, je ne sais pas moi, un tel pays, de comment on analyse les choses dans le monde, et si on arrive à être un peu plus dans la bienveillance, on va dire, je pense que nos enfants peuvent hériter aussi de cela. Parce que je vois des fois, même à la sortie des écoles,
il suffit que des parents soient en conflit entre eux pour certaines raisons, les enfants vont être en conflit aussi. Je veux dire, voilà, ça, c'est ça dont je parle. Vous parlez de la transmission du rôle qui est celui des femmes quant à la question de la transmission. Et des hommes aussi, hein, bien sûr. Oui. Je ne parle pas seulement des femmes. Oui. Bien sûr, les femmes ont plus peut-être cette conscience de transmettre, puisque les enfants sont plus souvent avec la mère. Mais c'est important aussi d'inclure le père dans cette transmission. Et surtout, de créer une forme d'entente qui fait que les enfants peuvent grandir. Moi, je pense que c'est ça le concret en réalité. Parce qu'on peut parler de conflits, essayer de résoudre des conflits. Mais si les conflits sont toujours dans les familles, ou si les conflits sont même ils vont continuer ces conflits quelque part. Ils ne demandent qu'à se manifester. Voilà, c'est ça. À un moment donné, cette étincelle qui jamais ne veut s'éteindre. Exactement. Oui, exactement. C'est ça. Oui. C'est ça dont je parle. Et alors, juste une question. Pendant que vous travaillez à ce que vous venez de décrire, on se dit, mais enfin une solution tellement l'injustice sociale est une imposture. Mais est-ce que vous êtes entendu de vos consoeurs, c'est-à-dire non pas celles qui sont dans ce mouvement avec vous, mais d'aucunes de France, on va appeler un chat, non pas un animal qui fait miaou et qui a des moustaches, mais un chat. D'aucunes pensent que non, les un tel ils sont comme ci, les un tel autre ils sont comme cela. Est-ce que vous réussissez à vous faire entendre? Pas toujours, bien sûr. C'est pas toujours évident parce que voilà, c'est pas toujours évident, mais ceux qui nous entendent, c'est ceux qui ont à peu près les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, c'est vrai, les mêmes engagements, les mêmes... c'est vrai. Mais si on arrive justement à trouver cette solidarité entre nous, eh bien, on peut se faire entendre. Je vous laisse réagir après, Dr Bacha Feiza. Vous vouliez intervenir? Oui, c'était juste par rapport à la réponse de Brigitte. Donc, oui. Notre approche s'inscrit pleinement dans le raisonnement de Brigitte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai fait beaucoup de travaux sur la famille, la sociologie de la famille de manière générale. Et donc, j'ai trouvé que la famille joue un rôle primordial dans la socialisation et de ce qu'on appelle l'apprentissage social. Donc, même par rapport à la radicalisation, les valeurs soi-disant perturbantes ou la violence. Donc, il y a un apprentissage, un processus d'apprentissage social de la violence. Pour contrer cela, qu'est-ce qu'on fait au sein de notre centre? Donc, on a un projet en partenariat avec XL Prévention, puisque nous sommes situés à XL, donc à Bruxelles. Donc, il y a un projet de formation des femmes comme ambassadrices de la paix. Et qu'est-ce qu'on fait au sein de cette formation-ci? Donc, on procède déjà à la déconstruction de stéréotypes, on procède à l'identification des barrières, des limites qu'ont certaines familles, surtout les familles qui sont confrontées et qui ont de la violence conjugale. Donc, on essaie de faire un travail de déconstruction et de conduire ces femmes-là à élaborer leur résilience avec leur passé, avec leur histoire, avec leurs problèmes, avec les difficultés qu'elles ont rencontrées, parce que certaines d'entre elles sont issues de la diversité. Donc, le travail de résilience est primordial et surtout lorsqu'il s'agit de post-trauma. Donc, quand on parle de violence, il y a des violences conjugales, des violences familiales. Donc, les femmes sont victimes en quelque sorte. Et les enfants sont dans l'observation. Et vous savez qu'il y a une théorie, donc la théorie de Bandura, qui dit qu'il y a le conditionnement. Donc, si un enfant est exposé à la violence, il y a des fortes chances que cet enfant reproduise la même violence. Et parfois, donc, s'il subit genre des discriminations ou des phénomènes, des traumas, donc il peut reproduire même des violences extrêmes, qui peut aller jusqu'à tuer quelqu'un. Donc, on est dans le concret, on est dans des projets pilotes locaux et on est dans la création de partenariats internationaux, puisque voilà, le monde est un village global, donc on ne peut pas travailler sans savoir ce qui se passe de l'autre côté du monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle donc, on a ces partenariats qu'on a déjà signés avec Aide France et donc qu'on a ce travail de synergie qu'on a avec la fédération. Et donc, même la fédération, on a commencé à réfléchir à comment faire des workshops. Donc, on est dans la négociation avec la directrice de la fédération Europe. Ah oui, Miti. Voilà, pour carrément mettre en place des workshops d'échange d'expertise
en la matière pour vous ramener du concret et des résultats mesurables. Félicitations, vous avez la parole. Oui, moi je voudrais rajouter, je suis convaincue du leadership féminin. Sans l'autonomisation des femmes, on ne peut pas avancer sur les droits humains et les droits des femmes. Une femme soumise ne peut pas aller loin, ne peut pas défendre ses droits. Donc il faudra que, tout d'abord, elle ait sa autonomie financière pour s'affirmer. Ça reste je reste convaincue de ça. Soumise à qui? Oh oui. Une femme soumise à qui? Soumise à la société, à son mari, parce qu'elle demande à être... Je dis n'importe quoi. Ne dites pas n'importe quoi. Oh oui, elle veut, je ne sais pas, sortir. Elle a besoin de l'accord de son mari pour lui donner des sous pour sortir. Pourquoi n'a-t-elle pas des sous? Parce qu'elle ne travaille pas. Pourquoi ne travaille-t-elle pas? Justement, l'autonomisation des femmes. Parce qu'elle n'a pas fait des études. Pourquoi ne travaille-t-elle pas? Parce que on est dans une société patriarcale qui lui dit ta place est à la maison. Mais on peut travailler de la maison. Tout à fait. Et donc pourquoi ne travaille-t-elle pas? Justement, c'est-à-dire on doit changer cette vision de la femme en elle-même qui... Ah, donc ce n'est pas le mari. Non, ce n'est pas le mari, c'est elle. Les femmes ont donc intériorisé un certain nombre d'aspects qui sont un préjudice pour elles-mêmes, parce que finalement, c'est pour ça que je vous ai... C'est la femme qui doit changer. Poser tout cela de questions. Oui, pourquoi ne pas travailler? Pour travailler, s'il y a quelque chose que les femmes font, c'est travailler du matin jusqu'au soir. On est d'accord là-dessus. Maintenant, on est d'accord, mais j'ai peur même qu'on a donné quand même, qu'on a invisibilisé le rôle des femmes dans l'entrepreneuriat. Et donc, on parle de notre continent. Déjà, entreprendre à bien éduquer ses enfants, c'est de l'entrepreneuriat. Mais nous sommes d'accord et nous sommes en train de dire la même chose. Mais la nuance est que le fruit de son travail charge à chacune. Vous savez, comme on dit quelque part, au Mali, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. C'est-à-dire que toute femme qui est affairée à travailler, s'il ne lui vient pas dans l'esprit de ce qu'elle peut, du fruit de son travail, parce qu'on garde son enfant, on peut garder l'enfant de la voisine, donne-moi une pièce que toi tu as été faire du commerce au marché ou je ne sais pas quoi. Et c'est peut-être là, parce que de toujours mettre le curseur sur les hommes qui ne veulent pas que, pourquoi faudrait-il que les hommes veuillent ce que les femmes elles-mêmes ne veulent pas, ne sont pas en train de voir comme étant pertinent. Et il faudrait une véritable remise en question quand même, mesdames. Entre nous, entre vous, et puis le reste devrait pouvoir suivre. On va faire un tour de table parce que nous approchons, pas dangereusement, mais consciencieusement, vers la fin de cette émission. Et parce que quand même, toutes ces idéologies qui sont à l'œuvre, les hommes ne veulent pas que les idéologies. Vous parliez de leadership féminin. Le leadership est le leadership, que l'on soit un lion, un homme, une femme, ce n'est que du leadership. Est-ce qu'il devient rose parce que c'est une femme qui est leader? C'est peut-être aussi ça, parce que quand on commence à véhiculer les mots, on entend ce qui veut être dit, mais ainsi dit, des fois, on tombe un peu dans l'excès inverse. Je voudrais vous demander, quels sont, si vous aviez une baguette magique comme ça, qu'est-ce que vous feriez ici et maintenant pour changer le cours des choses, vraiment? Moi, je crois en la méritocratie. Donc, je vais donner à toute personne ce qu'elle mérite. Donc, si c'est une bosseuse, elle mérite d'avoir le leadership. Si c'est quelqu'un qui n'est pas formé, donc elle mérite à suivre une formation. Si quelqu'un qui a un ego surdimensionné, donc on essaiera de l'aider un petit peu pour diminuer. Si c'est quelqu'un de bon, on lui donnera la direction. En fait, le matin, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans un journal. Donc, ils ont comparé en quelque sorte un de chez nous, un Africain, et puis un Japonais. Donc, il y avait l'Africain qui a fait la remarque au Japonais. Il lui a dit, vous êtes 9 brillants éléments. Donc, c'était 2 équipes qui font la même chose. Donc, une équipe japonaise et une équipe africaine. Donc, l'Africain a fait l'éloge au Japonais. Et donc, le Japonais a répondu, lui a dit, tu sais, mon cher, donc on n'est pas tous intelligents. La différence entre nous et vous est la suivante. Donc, nous, on a un élément brillant. Et donc, on a 9 éléments
qui veulent être soutenus. Donc, on a donné le pouvoir à l'élément brillant pour aider les 9 qui sont dans le besoin et qui ont besoin de soutien. Alors que chez vous, vous avez 9 éléments brillants, vous avez juste un élément, donc qui est vous, qui se sent moins intelligent. Et donc, malheureusement, on vous a donné le pouvoir et donc on a laissé les 9 autres personnes intelligentes vous suivre. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Tout le monde est tombé dans le ravin. C'est pour ça que moi, je crois à la méritocratie et donc on doit donner à toute personne ce qu'elle mérite. On doit donc donner à madame qui est épouse d'un monsieur originaire du Japon le mérite de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Ça tombe sous le sens. Oui, alors, ce qui était... Bon, si je veux parler de mon mari qui est japonais et moi français, c'est vrai qu'il faut dépasser le côté culturel, aller au-delà de tout ce qui est... Et surtout, peut-être nous donner une petite carte postale de la situation des femmes du Japon en rapport à ce que nous avons abordé ici. Oui, comment est-ce que ces choses sont vécues? Alors, j'avoue, bon, au Japon, c'est beaucoup plus difficile que peut-être ici. Elle commence un petit peu à s'exprimer, mais il y a très peu de femmes dans la politique, très peu de femmes, elles sont encore un peu au foyer, mais au foyer, elles sont fortes. Au foyer. Elles sont sujets, on va dire ça. Brigitte, l'anecdote, c'était au hasard. C'est vraiment au hasard. Il n'y a pas de hasard sur ce plateau. Vous l'apprenez à vos dépens. Moi, j'avoue que j'ai un mari exceptionnel parce que chez moi, il est capable de faire aussi la vaisselle et toutes ces choses-là. Alors que c'est vrai que pour le japonais, il est travailleur du matin jusqu'au soir. Il va chez lui à 10h. La femme l'attend. Il est artiste. La femme l'attend, parfois jusqu'à minuit, avant de manger, par exemple. Mais ça, alors, connu. ce que je Pas voudrais, tout le temps, mais ça, je voudrais vous laisser la lourde charge d'organiser avec nous un plateau avec les femmes du Japon pour que le reste du monde aussi entende ce qu'elles ont à dire, parce qu'il n'y a pas que la Tunisie, le Maroc, la France et la Belgique. Et la Belgique, et ma petite personne, pour être redondante là-dessus. Oui, Faiza, vous avez la parole. Oui, la baguette magique, j'ai 2 choses. Désarmer le monde et donner le pouvoir aux femmes. Parce que sans puissance, c'est 2 choses. Alors, donner le pouvoir aux femmes dont on a dit tout ce qu'on a entendu. Elles vont le pouvoir, président, c'est-à-dire à la tête des pays et désarmer le monde. Et vous allez voir. Vous vous rappelez de Thatcher? Vous vous rappelez de Thatcher? Oui. Le pouvoir est une arme. Si désarmer le monde et donner le pouvoir aux femmes, c'est leur donner une arme. Et si, comme l'a si bien dit Dr Bacha, elles n'ont pas reconsidéré un certain nombre d'aspects, on est mal. Je voudrais que nous puissions, si vous êtes d'accord, conclure cette émission. Merci à chacune pour ce que vous avez apporté. Merci. Amis téléspectateurs, pour votre fidélité à Lady Vous Écoute depuis 2008. N'oubliez pas, ladyvousécoute@gmail.com. Écrivez-nous pour nous donner votre point de vue. Et je terminerai en disant que la paix, je parle de ma fenêtre, Jésus-Christ est le prince de paix. Et l'histoire de la soumission, c'est même pas un problème. Madame l'a dit. À bientôt.